Bonjour chers élèves, donc c'est bientôt les examens du baccalauréat, vous êtes dans les dernières préparations, donc j'ai décidé maintenant de vous faire des séries de révision par thème, d'accord? Donc chaque vidéo je vais intéresser uniquement un thème et j'ai choisi aujourd'hui de traiter le thème de l'électricité qui a été demandé par certains abonnés. Donc on va faire deux exercices où on va traiter le circuit RC, RL et RLC. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger d'abord l'énoncé qui se trouve dans la description des vidéos en bas, bien sûr, en bas de la vidéo. Je vous conseille de travailler d'abord l'exercice vous-même avant de regarder la solution. C'est très important si vous voulez vraiment vérifier si vous avez tout compris. Donc essayez de travailler les exercices d'abord, ensuite vous pouvez suivre la solution avec moi. Donc allons-y donc pour l'énoncé. Donc voilà les deux exercices que j'ai choisis. Donc vous allez voir, il y a beaucoup de choses intéressantes dans ces exercices. Donc le premier, on considère cette figure-là. On vous donne le générateur 6 volts, toujours noter les données essentielles. Condensateur de capacité C, un interrupteur de résistance, R2 égale à 2R1. On vous dit à T égale à 0, on bascule l'interrupteur dans la position 1. Un dispositif d'acquisition de données relié à l'ordinateur donne la figure 4. Représente l'évolution au bord du condensateur sur la voie B et la tension au bord du générateur sur la voie A. Complétez alors le schéma qui est dans la page suivante en faisant le branchement nécessaire. Donc on va voir comment brancher l'oscilloscope pour visualiser une tension bien déterminée. Question aussi très récurrente dans les examens, si on vous donne des courbes et on vous demande d'associer chaque courbe à la tension correspondante, et bien sûr justifier votre réponse. Troisième question, est-ce que la charge est instantanée? Quel régime constitue-t-il? D'accord, qu'appelle-t-on ce régime-là? Ensuite, on vous dit établir l'équation différentielle suivante, vérifiée par la tension au bord du condensateur en fonction et exprimer taux en fonction de R1 et de C. Sachant, on vous donne, cette fois-ci, faites très attention. Voilà, vous allez établir l'équation différentielle vérifiée par la tension au bord du condensateur et on vous donne l'expression du courant. Hein, c'est quelque chose qui n'est pas très récurrent, mais c'est très important. On ne vous donne pas la solution de l'équation différentielle, mais l'expression du courant. Et on vous dit déduire l'expression de la tension I de C. Question que je vous demande surtout de faire avant de voir la solution. Donc à l'instant t égale à 0, l'ampèremètre indique I0, déduire la valeur de R1. Là aussi c'est une question très importante, je vous conseille de la faire avant de regarder la solution. Déterminer en précisant la méthode, utiliser la valeur de la constante du taux du dipôle RC, bien sûr à partir de la courbe précédente, et déduire la valeur de la capacité. Ensuite, compléter le tableau, celui-là, en faisant les calculs nécessaires. Calculer l'énergie emmagasinée à l'instant t égale à taux. Le condensateur précédent est complètement chargé. À une nouvelle origine de temps, on bascule l'interrupteur en position 2. De quel phénomène s'agit-il? L'équation différentielle vérifiée maintenant par I de C est la suivante. Avec τ', c'est la constante du temps du dipôle RC. Exprimer, puis calculer la constante τ' relative à ce phénomène et conclure. Donc voilà un exercice complet sur la charge-décharge du condensateur. On va établir l'équation différentielle, utiliser comment brancher les dipôles sur un oscilloscope pour visualiser une tension bien déterminée, calculer la tension au bord du condensateur, au bord de la résistance à différents instants et on va essayer d'interpréter les résultats qu'on va obtenir. Très bien. Donc j'espère, comme je vous ai dit, que vous allez prendre un stylo, une feuille et commencer par réfléchir à la première question. Donc, la première question est la suivante. On vous dit de compléter ce schéma-là. Voilà, on vous donne le schéma du montage, on vous donne un oscilloscope où je dois brancher la voie A, où je dois brancher la voie B, où je dois brancher la masse pour que
Sur la voie B, je visualise la tension au bord du condensateur. Et sur la voie A, je visualise la tension au bord des générateurs. Donc d'accord. Donc je répète, essayez de faire la solution avant de regarder la vidéo avec moi. Donc allons-y. Comment on branche l'oscilloscope? C'est très simple. Je veux visualiser la tension au bord du condensateur. D'accord? Donc je mets toujours le condensateur à côté de la borne moins du générateur. Si par hasard on vous a donné ici le condensateur et ici R, il faut changer leur position. D'accord? Donc toujours, si je veux visualiser la tension I de C, je dois mettre le condensateur à côté du générateur. Et c'est ça la masse. D'accord? Donc la masse, c'est la borne moins du générateur. Vous voyez, ce point-là, on va l'envoyer vers la masse. Donc celui-là, on va le brancher vers la masse. Voilà. Bien sûr, tout, n'importe où, sur ce fil, entre là et là, vous le branchez là, là ou là, ça ne change rien, parce que c'est toujours le même fil. D'accord? Donc première chose, on branche ce point sur la masse. Maintenant, sur la voie B, je visualise la tension au bord du condensateur. Donc c'est ce point-là qui doit aller vers la voie B. Et donc, cette tension, c'est quoi? C'est la tension en ce point, moins la référence qui est 0. Donc, ça va me donner directement la tension au bord du condensateur. Maintenant, sur la voie A, je dois visualiser la tension au bord du générateur. Donc, voilà, c'est toujours la masse par rapport à la masse. Donc, je dois amener ce point-là vers la voie A. Bien sûr, ce point ou ce point, c'est la même chose. N'importe où je branche le fil entre là et là, c'est correct. D'accord? Et je branche ça, ce fil-là, sur la voie A. Et donc, sur la voie A, qu'est-ce que je regarde? Je regarde cette tension-là, qui est la tension au bord du générateur. Ou bien, c'est la tension au bord du condensateur plus la tension au bord de la résistance. C'est la même chose. Hein? D'ailleurs, ils sont égaux. La tension au bord du générateur, et bien sûr, est égale à la tension au bord du condensateur plus la tension au bord de la résistance. Donc, voilà le schéma qu'il faut donner pour visualiser sur la voie B la tension du condensateur et sur la voie A la tension au bord du générateur. Notez bien, avec ce schéma-là, je ne peux pas visualiser la tension au bord de la résistance parce que la masse, elle est là. Donc ici, ça me donne I de C. Là, ça me donne la somme des deux, c'est-à-dire la tension au bord du générateur. Bien, identifiez parmi les courbes C1 et C2 celle qui correspond à la voie A et celle qui correspond à la voie B. Donc là, vous avez plusieurs façons d'identifier les courbes, au moins 3. Et je vais vous donner au moins 3 méthodes. Bon, la première, c'est de dire par exemple que la tension au bord du condensateur elle augmente progressivement pendant la charge. Donc, c'est C2 qui va correspondre à I de C. Deuxième méthode, il suffit de dire que la tension au bord on a un générateur de tension, donc la tension au bord du générateur elle est constante. Donc, c'est la courbe C1 qui correspond à la tension au bord du générateur. Et par conséquent, C2, la tension au bord du condensateur. Vous avez une troisième façon de justifier, c'est les conditions initiales. Comme au départ, l'interrupteur était ouvert, ça veut dire la tension au bord du condensateur est égale à 0. Autrement dit, à T égale à 0, I de C est égal à 0. La courbe qui passe par 0, c'est C2. Donc, c'est C2 qui représente la tension au bord du condensateur. Donc vous voyez, vous avez au moins trois manières de répondre à la question. Donc soit la plus simple de dire la tension au bord du générateur elle est constante, donc C1 représente la tension du générateur, soit vous dites le condensateur, la tension au bord du condensateur elle augmente progressivement. Je vous rappelle, un condensateur il empêche la discontinuité de la tension, donc c'est son rôle. Donc, et enfin, vous pouvez utiliser les conditions initiales. Bien, on continue. On vous dit la charge du condensateur est-elle instantanée? Quel régime constitue-t-il tel? Est-ce que, si on a ce schéma de montage, est-ce que la charge va être instantanée? Qu'est-ce que ça veut dire instantanée? Ça veut dire dès que je ferme l'interrupteur, tout de suite le condensateur est chargé immédiatement. Autrement dit, la constante du temps est égale à 0. Est-ce que c'est vrai? Bien sûr, ce n'est pas vrai. Elle va être instantanée si la résistance est nulle. Mais comme on a une résistance, on va passer par un régime transitoire. Donc la charge du condensateur n'est pas instantanée, hein, elle augmente progressivement. On passe par ce qu'on appelle un régime transitoire avant d'atteindre le régime permanent.
Question suivante, établir l'équation différentielle vérifiée par I de C. J'espère maintenant vous êtes vraiment, surtout ceux qui sont fidèles à la chaîne, maintenant ils savent parfaitement retrouver l'équation par cœur. Donc la loi d'additivité des tensions, toujours écrire ces trois relations, la relation entre la charge et U de C, hein, et vous dérivez d de IC sur d de T, c'est 1 sur C, d de Q sur d de T. Or, la dérivée de la charge sur le courant. Donc, vous avez cette relation fondamentale qui vous permet de passer entre le courant, la charge et la tension. Donc, on écrit la loi d'additivité. E est égal à U de C plus la tension au bord de la résistance, qui est R fois I. Donc, ce sera R fois C, d de IC sur d de T. Et donc, vous avez l'équation différentielle sous la forme U de C plus tau fois d de IC sur d de T égale à E, en posant tau égale à quoi? Tau égale à RC, qui est la constante du temps. Plus exactement, R1 fois C. Il faut bien suivre les notations de l'énoncé. Quelle est la résistance si je ferme l'interrupteur, c'est-à-dire on est dans cette position-là. Vous voyez bien que c'est ce condensateur, il se charge, et la résistance qui est en série avec ce condensateur, c'est R1. Bien. Maintenant, sachons, voilà, d'habitude, on vous donne la solution de l'équation différentielle. D'accord? On vous donne IC est égal à A facteur de 1 moins exponentielle moins alpha T ou bien moins T sur tau. Mais là, dans cet exercice, on vous donne l'expression du courant et non pas l'expression de la solution de cette équation. Et on vous dit déduire l'expression de IC en fonction du temps. Donc, essayez de bloquer la vidéo et réfléchissez à la question. Question très très intéressante et question de réflexion. Je suis sûr que certains d'entre vous vont dire, allez, bon, je vais avoir, c'est quoi I de C? I de C, quelle est la relation entre I de C et CQ sur C? C'est quoi la relation entre Q? C'est I, c'est C, D de I, c'est D de Q sur D de T. Donc, je peux être, à partir de I, pour trouver Q, il faut intégrer cette équation-là. L'intégrale, ça va être compliqué. Bon, même si l'intégrale n'est pas très compliquée, mais c'est très très long. Et une autre méthode beaucoup plus simple. Hein, si vous connaissez le courant, vous connaissez la tension au bord de la résistance. C'est R fois I tout simplement. Et d'après cette équation différentielle, d'après l'équation de la loi d'additivité des tensions bien sûr, vous savez que I de C plus U de R est égal à E. Or, U de R c'est R fois I. Donc, je remplace tout simplement. Donc, E, I de C est égal à quoi? I de C, ce sera E moins RI. Donc, voilà, c'est l'équation simple qui vous permet, donc, toujours savoir dans un condensateur la tension au bord du générateur et se partage une partie au bord du condensateur, une partie au bord du résistance. C'est pourquoi on l'appelle additivité des tensions. D'accord? Donc, vous avez l'expression du courant. Vous le multipliez par la résistance, et donc vous avez RI. Après, vous avez directement I de C. Donc, il suffit de remplacer, et voilà, on retrouve l'expression qu'on vous donne d'habitude, A facteur de 1 moins exponentielle B fois T. Donc, on a déduit directement à partir du courant l'expression de I de C. D'accord? Bien. Question suivante. À l'instant T égale à 0, l'ampèremètre indique un courant de 0,06. Dès que je ferme l'interrupteur, quelle est la valeur de R1? Là aussi, c'est une question très intéressante. Donc, ceux qui ont bien compris le fonctionnement du circuit RC peuvent répondre rapidement. Donc, à votre avis, bloquez la vidéo aussi et répondez. Donc, voilà, toujours à T égale à 0, se rappeler que le condensateur était déchargé. Donc, à T égale à 0, la tension au bord du condensateur, elle est nulle tout simplement. Donc, je reviens toujours à la loi d'additivité des tensions. E, c'est RI plus I de C. À T égale à 0, I de C égale à 0. Donc, cette équation se réduit à E est égal à R1 fois I0. Donc, R1, je peux la déterminer, est égal à E sur I0. Donc, I0, c'est en fait le courant maximal. Parce que pendant la charge, vous savez bien que le courant diminue jusqu'à tendre vers 0. Donc, sa valeur maximale, c'est sa valeur à T égale à 0. D'accord? Donc, rappelez-vous, voilà comment évolue le courant. C'est le courant, à ne pas confondre avec la tension. Donc, le courant, en fonction du temps, il démarre de I0, hop, il chute, il tend vers 0.
Une fois que le condensateur est complètement chargé, le courant il est nul. Donc sa valeur maximale est celui-là. Et donc connaissant E et I0, on peut déterminer la valeur de R. Donc 6 divisé par 0,06, vous n'avez pas besoin de calculatrice. 0,06 c'est 6, 10 puissance moins 2. En simplifiant par 6, ça vous donne 10 puissance 2 ohms. Bien. Autre question, bon là c'est question classique, déterminer la constante du temps du dipôle RC. Donc là il suffit de dire graphiquement, puisqu'on vous donne la tangente qui est tracée, vous cherchez l'intersection de la tangente avec UC max, et sa valeur bien sûr c'est ce point-là. Donc là, vous voyez bien que ce point c'est 2, donc avant d'arriver à 2 j'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5 cases, donc 2 divisé par 5, ça vous donne 0,4, donc taux égal à 0,4, quoi? Millisecondes. Très important, notez bien les unités. Hein? Je le répète dans toutes les vidéos et j'espère que c'est rentré dans vos habitudes maintenant. Bien, connaissons la valeur de la résistance, connaissons taux, on va déduire la capacité. Vous avez taux est égal à R1 fois C. Toujours, ne pas oublier de transformer les millisecondes en secondes. Là aussi, vous n'avez pas besoin de calculatrice. 0,4, 10 puissance 2. Au numérateur, ça fera 10 moins 2 fois 10 moins 3, c'est 10 moins 5. Et 0,4, c'est 4, 10 moins 1. Donc, ça vous donne 4, 10 moins 6 farad ou bien 4 microfarads. Maintenant, on vous demande de compléter le tableau en faisant les calculs nécessaires. Donc, à T égale à 0. À quoi est égale la tension au bord du condensateur? Pour regarder le schéma, T égale à 0, I de C, c'est combien? C'est 0. Très bien. À quoi est égale la tension au bord de la résistance? Toujours, on se rappelle que E est égal à I de C plus I de R. Puisque I de C est égal à 0, donc I de R est égal à E. Donc 6 volts. Donc là, je vais mettre 6 volts. À T est égal à taux. Je vais aller sur le schéma. T égale à taux, c'est celui-là. Et je lis cette valeur-là. Bon. Or, pour lire cette valeur-là, bon, c'est un peu difficile. On peut dire à peu près 3,8. Mais pour avoir une valeur exacte, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire 6 multiplié par 0,63. À T est égal à taux. I de C est égal à 0,63 I de C. D'accord? Donc là, vous pouvez faire ça, ou bien partir de la courbe. Donc vous avez à peu près 3,8. Et si vous faites 0,63 fois 6, ça va vous donner exactement 3,8. Maintenant, quelle est la valeur de R? De I de R. Je n'ai pas l'expression de I de R ici. J'ai E et j'ai I de C. Donc comment déduire I de R à T est égal à taux? Si vous avez bien compris ce que j'ai dit tout à l'heure, toujours quel que soit T, vous avez E, c'est I de C plus I de R. Donc I de C, E il est constant, c'est 6 volts. Si je connais I de C, bien sûr, I de R, c'est 6 moins I de C. Donc vous faites 6 moins 3,8, ça vous donne 2,2. Donc la somme, c'est toujours égal à E. Donc ça, égale à 6. Vous pouvez mettre 6. Donc la somme, vous voyez, c'est toujours égal à 6. Maintenant, à 5 taux, taux égal à 5 taux, c'est celui-là. Vous voyez bien, 5 taux, pratiquement, on va dire, le condensateur est chargé à 100%. Donc la tension au bord du condensateur, elle est égale à 6. Or, I de C est égal à E plus I de R. Donc 6 est égal à 6 plus I de R, ça veut dire tout simplement I de R égale à 0. Très bonne question. Bien. Enfin, calculer l'énergie emmagasinée par le condensateur à T est égal à taux. Donc l'énergie emmagasinée par le condensateur, par définition, c'est 1,5 C fois UC au carré. Vous connaissez l'expression de C. I de C à T égale à taux, on vient de le déterminer 3,8. Vous faites l'application numérique. On vous donne C est égal à 4 10 moins 6. On vient de le calculer dans la question précédente. Notez bien C, il faut le prendre sa valeur en farad. Donc 3,8 c'est en volts, donc c'est très bien. Donc la valeur c'est 28,28 10 moins 6 joules. À T égale à 0, on bascule maintenant. Là, vous voyez, presque bon, on a fait une révision, tout ce qui concerne la charge d'un condensateur. Maintenant, T égale à 0, on va basculer l'interrupteur sur la position 2. D'accord? Donc j'ai, bien sûr, le courant était dans ce sens-là. Donc si on vous demande de mettre les flèches, bien sûr, ça, la tension, la flèche est dans le sens inverse au courant. Donc le courant est dans ce sens-là.
Donc I de R1, bien sûr, ça sera dans ce sens-là, inverse, et I de C, ça sera dans ce sens-là. Et donc vous avez I de R1 plus I de C plus I de R2 égale à 0. Donc à T égale à 0, de quel phénomène s'agit-il? Bien sûr, il s'agit de décharge d'un condensateur. L'équation différentielle vérifiée par I de C, on vous la donne. Donc on ne vous demande pas de la démontrer, mais vous pouvez la démontrer facilement en utilisant la loi d'activité des tensions. On vous demande juste d'exprimer taux en fonction des données du problème. Bien sûr, taux, c'est R1 plus R2 fois C. Bon, vous pouvez la vérifier, comme j'ai dit, en faisant tout simplement I de C plus I de R1 plus I de R2 égale à 0. Et vous allez trouver facilement cette équation-là. Mais là, on vous demande juste de donner. Donc, ce n'est pas demandé de la démontrer. Donc, puisque R2, c'est 2R1, et on a déjà calculé R1, c'est 100 ohms, donc R2, c'est 200. Et donc, on va déterminer top prime, en fait, c'est top prime, partout c'est top prime. Top prime, donc top prime est égal à 300 ohms R1 plus R2 fois la valeur de C, puisqu'on utilise les mêmes condensateurs. Donc, ça vous donne 1,2 millisecondes. Vous voyez qu'on a augmenté, c'est une question qu'il fallait ajouter normalement, on a augmenté, mais c'est le temps de décharge, hein, d'accord, donc c'est pas grave. Voilà, donc on continue. Bien, donc voilà un peu pour cet exercice. On a fait un petit voyage en traitant tout ce qui concerne charge et décharge d'un condensateur, d'accord. Donc je rappelle, pour charger rapidement, il faut mettre une résistance faible. Pour charger lentement, il faut mettre une résistance très grande. Et inversement, pour décharger rapidement, vous voyez bien, il faut que pour que le taux soit le plus faible possible, il faut que la résistance soit faible. Vous voyez maintenant, on a augmenté la résistance et le taux a augmenté. Tout à l'heure, c'était un peu plus que 1,2 millisecondes. Très bien. Maintenant, on va faire un exercice très intéressant sur le circuit RLC. Bon, cet exercice-là va traiter essentiellement l'aspect énergétique d'un circuit RLC. Vous allez très bien, je suppose, après cet exercice-là, comprendre facilement comment déterminer l'énergie électrique, l'énergie magnétique, l'énergie électromagnétique à partir des courbes et comment montrer que l'énergie n'est pas constante dans un circuit RLC alors qu'elle est constante dans un circuit LC, un circuit qui ne contient pas de la résistance. On va traiter ce qu'on appelle le régime pseudo-périodique, ensuite le régime périodique. Donc voilà l'énoncé. Dans une première expérience, on réalise l'étude expérimentale d'un oscillateur. Un oscillateur, c'est un circuit RLC constitué d'un condensateur, on vous donne la capacité, d'une bobine, on vous donne la valeur de l'inductance, et d'une résistance. Un résistor, c'est tout simplement une résistance grand R. Donc à l'aide d'un ordinateur, on traite les données et on obtient les documents qui sont dans la page suivante. Question, déterminer la valeur de la pseudo-période, déduire graphiquement la valeur de la tension au bord du condensateur à t égale à 0, c'est à partir du graphe. Très important de savoir comment lire les données à partir du schéma. La même chose à partir d'un instant t, sur le document, déterminer l'énergie magnétique et l'énergie électrique et en déduire dans la bobine et en déduire l'énergie électromagnétique, c'est-à-dire l'énergie totale. Donc on va voir des astuces qui permettent de déterminer facilement l'énergie électrique, l'énergie magnétique à partir d'une courbe. Faire la même chose à t égale à 9,5, on va voir la différence, qu'est-ce qui diffère T1 de T2, même question. Et quel phénomène physique explique ces résultats. Donc il suffit de comparer l'énergie électromagnétique des deux temps et on vous demande qu'est-ce qu'on va en déduire. Dans une deuxième expérience, on va éliminer la résistance et on change le générateur de force électromotrice E, le condensateur de capacité C, c'est-à-dire le même, on a changé juste le générateur, et à t égale à 0, le condensateur est relié à la bobine. On le charge, puis on le relie à la bobine. Établir l'équation différentielle des oscillations en fonction de Q et donner l'expression de la période propre T0. Donc on est dans un circuit LC. Ensuite, montrer que le circuit est non dissipatif. Ça veut dire quoi non dissipatif? Dissiper, ça veut dire perdre. Non dissipatif, ça veut dire qu'il ne perd pas son énergie, tout simplement, elle est constante.
dissipatif, ça veut dire il transfère de l'énergie vers l'extérieur, c'est une perte d'énergie. La figure ci-jointe représente l'énergie électrique totale, celle-là, d'un oscillateur LC, et l'énergie électrostatique. Vous avez deux grandeurs physiques ici, énergie électrique et énergie totale. À vous de savoir laquelle, chacune des courbes. Déterminer graphiquement à partir de cette courbe, là on va voir comment manipuler ce type de courbe. Vous voyez, c'est même exactement la même courbe que nous avons vue dans les oscillateurs. Dans un ressort, par exemple, l'énergie élastique, l'énergie élastique, là, en fonction K en fonction de X carré, d'accord, en fonction de X, pardon, l'énergie potentielle en fonction de X, il a l'allure de cette courbe-là. Donc c'est la même chose. Donc là, c'est l'énergie électrique et l'énergie totale. Maintenant, à partir de ces courbes-là, déterminer la charge maximale de l'armature positive du condensateur. Je rappelle, qu'est-ce que c'est que l'armature? Vous avez un condensateur, voilà. Et il est formé par quoi? Il est formé par ce qu'on appelle deux armatures. Hein? Deux armatures. Ça, c'est l'armature. La boussa, ça, c'est une armature. Ça, une autre armature. Une, bien sûr, si le courant vient comme ça, les électrons, c'est le sens inverse du courant. Donc, c'est celle-là qui va être chargée négatif. C'est celle-là qui va être chargée positif. Je vous rappelle que dans un condensateur, les deux armatures portent la même charge en valeur absolue, sauf que l'une est positive, l'autre est négative. Déterminer l'énergie électromagnétique du circuit LC, toujours à partir de cette courbe, déduire la valeur de la force électromotrice et calculer l'énergie maximale du courant IM. Donc, très bon exercice aussi, qui est pratiquement du même niveau de ceux qu'on vous propose au baccalauréat. Et on va voir, si vous êtes prêts, tout de suite, la même chose, prenez un stylo, essayez de répondre question par question et on va voir. D'accord, donc déterminer graphiquement la période T. Voilà une question très intéressante. Hein. Il faut bien réfléchir. À votre avis, comment utiliser pour déterminer graphiquement T à partir de cette courbe? Bon, quelqu'un va me dire, je prends mon premier maximum, deuxième maximum, et je lis. Bon, mais si je projette ici, est-ce que je suis au milieu de 2 et 4? Non, c'est pas tout à fait ça. C'est difficile de lire. Donc, je préfère ne pas utiliser la méthode ici entre deux maximums. Il vaut mieux utiliser un temps qui est bien déterminé sur cette courbe. On vous donne deux valeurs. Celui-là, soit vous utilisez ce temps-là, soit vous utilisez celui-là. La même chose. Maintenant, si je vous pose la question, quel est le temps entre ce point et ce point, en fonction de la pseudo-période? Bien sûr, la période, c'est le temps entre deux maximums consécutifs. Donc, vous voyez, ici, j'ai T sur 4. Entre le maximum et le minimum, j'ai T sur 2. Et T sur 2 plus T sur 4, ça vous donne 3T sur 4. Donc la meilleure façon est la suivante. Vous allez dire tout simplement, d'après le graphe, 3T sur 4, c'est-à-dire entre ce point-là et ce point-là, j'ai 3T sur 4 est égal à T1. Or, T1, on vous donne dans l'énoncé, c'est 2,4 millisecondes. Donc, je vais déterminer T. C'est 2,4, 3 sur 4, c'est 0,75. C'est 2,4 divisé par 0,75, ça vous donne 3,2 millisecondes. Ou bien, vous prenez T2. Et si vous avez utilisé T2, j'ai une période, 2, 3. Et 3 périodes, ça vous donne T2. Donc là, vous pouvez déduire facilement, là aussi à partir de T2. Et se fait dire de 3 grand T égale à T2. Donc si vous faites T2 divisé par 3, vous allez trouver exactement la même chose. Bien. Question suivante, déduire I de C à T égale à 0. Donc, quelle est la courbe? Qu'est-ce que je peux déduire à partir du C? Est-ce que je peux déduire I de C à T égale à 0? Bien sûr, on ne représente pas I de C. Faites attention, ce qu'on représente, c'est Q. D'accord? Or, on va dans la valeur de la capacité. Et il suffit de dire que Q à T égale à 0, je lis la valeur, c'est 2,5 quoi microcoulomb. Or, I de C, 0, c'est la charge à T égale à 0 divisé par C. D'accord? Et vous voyez bien que le condensateur ici est chargé à T égale à 0. Et sa valeur, c'est 2,5 10 moins 6 divisé par C, qui est 0,5 10 puissance 6. Là aussi, vous n'avez pas besoin de calculatrice. Vous simplifiez. Donc, 2,5, je multiplie en haut et en bas par 10. C'est exactement 25 sur 5. Et 25 sur 5, ça me donne 5 volts.
Vous voyez là aussi, c'est même question classique, sauf que au lieu d'utiliser, de représenter I de C en fonction du temps, on a représenté Q. Mais comme U est égal à Q sur C, donc à chaque instant, connaissant Q, vous allez déterminer bien sûr I de C. C'est très important. Maintenant, à t égale à 2,4 millisecondes, déterminer l'énergie électrique et l'énergie magnétique. Donc deux choses à retenir. Vraiment à savoir par cœur. L'expression de l'énergie électrique emmagasinée par un condensateur, c'est 1/2 C fois UC au carré. Ou bien 1/2 C fois UC au carré, ou bien 1/2 Q au carré sur C. La même chose. Si vous remplacez UC par Q sur C, ce sera Q carré sur C carré. Et si vous multipliez par C, ce sera 1/2 Q au carré sur C. Donc l'énergie électrique, elle est proportionnelle à Q ou bien proportionnelle à I de C. Donc il suffit juste de lire la valeur de Q ou bien de I de C pour déterminer l'énergie électrique emmagasinée par un condensateur. Pour l'énergie magnétique, toujours à partir de la courbe I de C ou bien Q. Il suffit de retenir que l'énergie magnétique c'est quoi? C'est 1/2 LI carré. Or I c'est quoi? I il est lié bien sûr à la dérivée de la charge. Donc c'est Q point. D de Q sur D de T. Or, quand est-ce que CQ est maximal? Ça veut dire si une fonction passe par un maximum ou par un minimum. Sa dérivée c'est combien? Sa dérivée est nulle. Donc c'est ça ce qu'il faut savoir. Chaque fois. Donc pour déterminer l'énergie magnétique, c'est très simple. On vous donne toujours des points où I égale à 0, et donc tout de suite l'énergie magnétique égale à 0, ou bien dans ce point-là, vous avez la charge ou bien la tension au bord du condensateur, il est maximal. Maximal, ça veut dire soit il passe par un maximum, soit il passe par un minimum, les deux. C'est-à-dire en ce point, vous avez une tangente horizontale, ça veut dire la dérivée est nulle. Là aussi, vous avez une tangente horizontale, ça veut dire la dérivée est nulle. Donc si ça est Q ou bien I de C, c'est la même chose. En ce point et en ce point, Q point égale à 0. Ou bien UC point égale à 0. C'est-à-dire la dérivée de I de C ou bien la dérivée de Q, elle est nulle. Donc vous pouvez dire tout de suite que l'énergie magnétique emmagasinée par le circuit en ce point ou bien en ce point égale à 0. Bien sûr par la bobine. Hein. L'énergie magnétique c'est emmagasiné par la bobine et non pas par le condensateur. Bien. T est égal à T1, donc là on va aller vers T1, vous voyez qu'on vous donne un temps où cette fois-ci c'est Q égale à 0, or c'est Q égale à 0, vous avez tout de suite UC égale à 0, et bien sûr l'énergie électrique, vous pouvez dire tout de suite égale à 0, pas de calcul à faire. Maintenant pour déterminer l'énergie magnétique, là on vous donne l'évolution de l'énergie magnétique, c'est ça. Donc on va faire juste la lecture graphique. En ce point, l'énergie magnétique, combien? C'est 5. L'unité, regardez ici, faites attention. Voilà l'axe de l'énergie magnétique. Donc c'est égal à 4 microjoules. D'accord? 5 microjoules. Et donc l'énergie électromagnétique, c'est la somme des deux. Donc 0 plus 5, ça vous donne bien 5 microjoules. Maintenant, à T, même question cette fois-ci pour T2. T2 c'est ce point. Donc exactement là aussi, là c'est l'inverse. Faites attention. Ah, là c'est l'inverse. C'est la charge qui est maximale. Et d'ailleurs, si la charge est maximale, donc Q à l'instant T2, d'abord on va calculer U de C, donc Q est maximale, donc je cherche la valeur de Q, donc je fais un trait horizontal, ça me donne 1,5 microcoulomb, donc je peux déterminer U de l'énergie électrique emmagasinée par le condensateur, c'est 1/2 C fois UC au carré, ou bien remplacer UC au carré par Q carré sur C carré, C sur C carré c'est 1 sur C, je connais Q, je connais C, donc je peux faire l'application numérique et ça me donne, là aussi vous n'avez pas besoin de calculatrice et l'habitude de faire le calcul, donc c'est plus rapide avec la main, ça vous donne 2,5 microjoules. Maintenant, quelle est l'énergie magnétique en ce point? Bien sûr, il suffit de faire la lecture, vous voyez bien que l'énergie magnétique est égale à 0. Et on va vérifier chaque fois, vous voyez bien, chaque fois que l'énergie Q passe par un maximum ou par un minimum, par exemple voilà un minimum, vous voyez que l'énergie magnétique est nulle. Au contraire, si l'énergie électrique est minimum, vous voyez bien que l'énergie magnétique est maximale. Là aussi, vous avez Q passe par un maximum, vous voyez bien que l'énergie magnétique est nulle.
l'énergie électrique elle est nulle, Q il est nul, vous voyez bien que l'énergie magnétique est maximale. La même chose, vous avez Q est minimal, ça veut dire l'énergie emmagasinée est maximale, donc l'énergie magnétique emmagasinée par la bobine elle est nulle. Donc vous voyez, donc c'est valable, quel que soit T. Donc l'énergie magnétique bien sûr c'est la somme des deux. Donc graphiquement on voit que l'énergie magnétique elle est nulle, donc l'énergie totale c'est 2,25 microjoules. Maintenant l'énergie n'est pas conservée, combien on a trouvé tout à l'heure? On a trouvé combien? On a trouvé 5. Et maintenant, on a trouvé 2,25. D'accord? Donc, l'énergie diminue. L'énergie diminue. Pourquoi, à votre avis, l'énergie diminue dans ce cas-là? Bien sûr, ici, on ne visualise pas l'énergie totale. On visualise juste l'énergie magnétique et Q. Mais on l'a calculé en ce temps. On a trouvé 5 microjoules. En ce temps, on a trouvé 2,25. Donc, il a diminué de moitié. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce circuit contient une résistance et dans une résistance, vous avez une résistance qui est traversée par un courant, vous avez des phénomènes de chauffage, autrement dit, vous avez des pertes d'énergie par effet Joule. D'accord? Donc, la diminution est liée à la présence de la résistance. On a donc un amortissement, ou bien vous dites, on a des pertes d'énergie par effet Joule. On continue. Maintenant, on va éliminer la résistance. On va passer dans un circuit LC parfait, idéal. Donc le générateur de tout à l'heure et le condensateur est chargé sous une tension I égale à E, à T égale à 0 cette fois-ci. Une fois qu'elle est chargée, on va mettre l'interrupteur sur la position 2. Établir l'équation différentielle des oscillations. Bien sûr, pendant la charge, le courant était dans ce sens-là. Donc ça veut dire I de C, convention récepteur. Le courant il vient là. Et bien sûr, là aussi, I de R, convention récepteur, toujours la flèche est dans le sens du courant. Et vous voyez bien que I de R plus I de C égale à 0. Ils sont dans le même sens. Je tourne dans le même sens. Donc I de C plus I de L égale à 0, plus I de L, pardon. Voilà, donc je remplace chaque terme par sa valeur. Là, c'est classique maintenant. Vous savez que I, c'est D de Q sur D de T. Donc D de I sur D de T, c'est D carré de Q sur DT carré, Q de point. Et donc, vous avez L fois Q de point plus Q sur C égale à 0. Je divise partout par L. Donc, je vais trouver tout de suite Q seconde plus Q sur LC égale à 0. Donc, c'est l'équation différentielle que vous connaissez maintenant d'une façon très classique. Donc la période bien sûr de ce circuit c'est 2π racine carrée de LC. Je vous rappelle toujours le terme qui est avec laquelle on multiplie Q, c'est oméga carré. Oméga carré. Ça veut dire oméga est égal à 1 sur racine carrée de LC oméga. Toujours ce terme là c'est oméga carré. Et T bien sûr la relation entre la période et T c'est 2π sur oméga. D'accord. Bon je ne vais pas écrire 2π sur, juste pour se rappeler, si jamais vous avez oublié, voilà comment on arrive à ça. Voilà. Donc ce terme c'est oméga carré, donc vous pouvez déduire oméga c'est 1 sur racine carrée de LC, et 2π sur 1 sur racine carrée de LC, ça vous donne 2π racine carrée de LC. Si vous l'avez pris par cœur, on l'a donné tout de suite. Montrer que le circuit est non dissipatif. Maintenant, on va donc là c'est pas ce circuit là, pardon, ça c'est la bobine, ça c'est la bobine, j'ai copié un autre circuit, donc bien sûr ça c'est la bobine, on est dans le circuit LC, ça c'est la bobine, je suppose que vous êtes rendu compte, d'accord? Donc I de L plus I de C égale à 0. Montrons maintenant que le circuit LC est non dissipatif. Ça veut dire quoi non dissipatif? Ça veut dire il est conservatif, ça veut dire l'énergie elle est constante. Donc ce qu'il faut faire, c'est déterminer l'expression de l'énergie et montrer que cette énergie elle est constante. Là aussi, c'est une question très classique dans le circuit LC. Donc il faut être capable de déterminer l'expression de l'énergie totale, soit en fonction de Q, soit en fonction, et montrer que cette énergie totale égale à une constante. Donc on va rappeler l'expression de l'énergie totale, c'est l'énergie électrique plus l'énergie magnétique, l'énergie de condensateur plus l'énergie de la bobine. L'énergie de condensateur, c'est 1 demi Q au carré sur C, ou bien 1 demi C UC au carré, c'est la même chose. Et l'énergie de la bobine, c'est 1 demi LI carré, et c'est D de Q sur D de T au carré. Donc pour montrer que l'énergie est constante,
je vais dériver pour montrer une fonction est constante, il faut montrer que sa dérivée est nulle. Donc en calculant la dérivée de d de ut dE total sur dt, donc je rappelle la dérivée de x carré c'est 2x fois d de x, donc 2 avec 2 va se simplifier, il va rester q fois d de q sur d de t. La dérivée de i carré c'est 2 avec 1 demi va s'en va, il va rester 2x, c'est-à-dire 2 fois i c'est d de q sur d de t, ou bien ici d de q sur d de t, fois la dérivée seconde de q par rapport à t carré. Maintenant, si on factorise par d de q sur d de t, ou bien par LC d de q sur d de t, voilà, vous voyez bien, vous allez avoir q sur c plus L d carré sur dt carré. Si on factorise encore par L, on trouve q carré plus q sur c, q sur LC. Or, ça, d'après l'équation qu'on vient de démontrer, est égal à quoi? Ça, c'est tout simplement l'équation différentielle égale à 0. Donc, la dérivée totale par rapport au temps égale à 0, et par conséquent, l'énergie totale est égale à une constante. D'accord? Donc, l'énergie totale dans un circuit LC est égale à une constante. Donc, sa valeur est égale soit à l'énergie électrique maximale, soit à l'énergie magnétique maximale. Soit, en instant t quelconque, une partie va être emmagasinée dans le condensateur, une partie va être dans la bobine. D'accord? Donc on charge le condensateur, donc à t égale à 0, toute l'énergie est conservée dans le condensateur. Ensuite, il se décharge dans la bobine. Donc au fur et à mesure, la bobine va se charger, il va emmagasiner de l'énergie magnétique jusqu'à ce que le condensateur soit complètement déchargé. Ensuite, la bobine va elle-même se décharger à travers le condensateur qui va à nouveau se recharger et ainsi de suite. On vous donne ici la courbe de l'énergie, comment varie l'énergie totale et l'énergie électrique en fonction de la charge du condensateur. Bien sûr, l'énergie électromagnétique, on vient de montrer qu'elle est constante, donc voilà la courbe qui va représenter l'énergie électromagnétique, et voilà la courbe qui va représenter l'énergie au bord du condensateur. Et on va voir comment utiliser ces courbes-là maintenant pour faire des déductions. Par exemple, on vous demande la charge maximale de l'armature du condensateur. Voilà, il n'y a même pas à calculer. C'est l'énergie en fonction de la charge. Donc voilà la valeur maximale de la charge. C'est ce point-là. Et ce point-là, on vous le donne, c'est 10 moins 6 coulombs. Donc vous dites juste Q max égale à 10 moins 6 coulombs. L'énergie électromagnétique du circuit LC. Donc là aussi, c'est même pas à réfléchir. Puisqu'il est constante, voilà la valeur de la constante. Et partout en ce point, l'énergie est égale à une constante, c'est 16, 10 moins 6, quoi? Joules. Faites attention aux unités. Donc graphiquement, c'est 16, 10 moins 6 joules. Déduire la force électromotrice du générateur. Là, il faut réfléchir un petit peu. Comment déduire la force électromotrice du générateur? Donc là, il faut penser à l'expression de l'énergie au bord du condensateur, UC max. Donc l'énergie au bord du condensateur, bien sûr, c'est UC max. D'accord? D'où vient cette relation? Je reviens à la courbe précédente. Voilà. Si on a chargé le condensateur, au départ, l'interrupteur était sur la position 1, vous voyez bien que I de C, une fois qu'il est complètement chargé, I de C est égal à E. C'est-à-dire I de C max, partout, à chaque instant, I de C est égal à E, mais une fois que le condensateur est chargé, UC max, c'est-à-dire la tension maximale au bord du condensateur, c'est égal à E. D'accord? Donc là, la tension au bord du condensateur, une fois que le condensateur est complètement chargé, bien sûr le courant il est nul, donc la tension au bord de la résistance est égale à 0, donc I de C égale à E. Maintenant on va déterminer UC max à partir de cette courbe-là. UC max, l'énergie électrique emmagasinée par le condensateur, par définition c'est 1,5 C fois U max au carré, donc U max, donc l'énergie électrique emmagasinée par le condensateur, bien sûr, c'est celle-là. Le maximum, c'est ce point-là. Là où la charge est maximale, l'énergie est maximale. Donc l'énergie maximale, c'est l'énergie totale tout simplement. Donc, connaissant C, connaissant l'énergie totale, je peux déterminer U max, c'est-à-dire la tension UC max, la tension au bord du condensateur maximale. Et cette valeur-là, c'est égal tout simplement à la tension au bord du générateur. Donc à partir de la courbe, on calcule E max, c'est 16, 10 moins 6. Je connais la valeur de la capacité,
Là aussi, vous n'avez pas besoin de calculatrice. 10 moins 6 avec 10 moins 6, ça 120. 0,5 c'est 1 demi, il va monter au haut, il va devenir 4. Racine de 4 c'est 2. Racine de 16 c'est 4. 4 fois 2, ça vous donne 8 volts. Donc vous voyez, c'est là où c'est la seule question, il faut réfléchir un peu plus, hein, d'accord. Bon, d'accord, donc on veut déterminer E. E, il est lié à quoi? À la tension maximale au bord du générateur. Donc on va utiliser la courbe pour déterminer la tension maximale au bord du générateur, qu'on peut calculer aussi par une autre manière, hein. Je vois ici, puisqu'on connaît Q max, UC, UC max c'est égal à Q sur C. Donc on peut faire ça aussi. Donc UC max, je viens de penser à cette relation en direct avec vous. Donc UC max est égal à Q max sur C. C'est-à-dire 10 moins 6 divisé par 16, 10 moins 6, c'est 1/16e. D'accord? Donc UC max, c'est Q sur C. Donc 10 moins 6 divisé par C, plutôt C, c'est 0,5, 10 moins 6. Ou je ne sais plus la valeur de C. La valeur de C, c'est 0,5, voilà. C'est 0,5. Voilà. Et connaissant UC max, vous pouvez déterminer E. Donc vous avez plusieurs façons d'y arriver. Donc là, moi j'ai choisi celle-là. Donc l'énergie maximale, c'est 1 demi C fois U max au carré. Et U max est égal à E. Et U max, je peux le déduire par 2 fois l'énergie maximale sur C. Bien. Donc pourquoi, juste un dernier point, pourquoi la courbe, l'énergie électrique, c'est une parabole en fonction de Q? Ça vient de là. Ça veut dire que l'énergie électrique, c'est 1 demi Q au carré sur C. Bon, 1 demi, c'est une constante. C'est de la forme Y égale AX carré. Donc, c'est une parabole. Hein, pardon. C'est pourquoi l'énergie s'écrit sous forme de cette parabole. Donc, on continue donc vers la dernière question. On vous dit de calculer la valeur, l'intensité maximale du courant dans le circuit LC. Bon, Imax, il est lié à quoi? Et l'énergie, il est lié à l'énergie magnétique maximale. Donc, on va utiliser cette courbe-là pour déterminer l'énergie magnétique maximale. Or, je vous rappelle que l'énergie électrique maximale est égale à l'énergie magnétique maximale, est égale à l'énergie électromagnétique. Donc, elle est constante, l'énergie magnétique. Donc, il faut enlever ce max-là. C'est 16. L'énergie électromagnétique, c'est une constante. C'est 16, 10 moins 6 joules. Vous voyez que CQ égale à 0, en ce point, l'énergie électrique, il est nul. Donc, en ce point, l'énergie magnétique est égale à cette valeur-là. Qui est quoi? Qui est l'énergie électromagnétique totale. Et en ce point, l'énergie Q est maximale. Ça veut dire D de Q sur D de T, qui est le courant, il est nul. Donc, en ce point, par exemple, pour cette valeur-là, l'énergie magnétique est nulle, parce que le courant est nul. Q maximal, le courant est nul. D'accord? Donc l'énergie magnétique est nulle. Donc l'énergie électrique est égale à sa valeur maximale, qui est en ce point tout simplement l'énergie électromagnétique. Bon. Donc l'énergie magnétique est égale à 1 demi maximale, qui est égale à 1 demi Li max au carré. Donc je peux déterminer I max au carré, 2 fois l'énergie magnétique maximale sur L. Et l'énergie magnétique maximale, c'est tout simplement l'énergie électromagnétique totale. Et donc, faites l'application numérique, ça vous donne un courant de 8 milliampères. Donc voilà pour cette vidéo-là où je fais deux exercices très intéressants à mon avis sur le circuit RC, RL, RLC. Bien sûr, comme d'habitude, j'attends vos commentaires, vos suggestions, vos remarques. Partagez la vidéo avec vos amis. Abonnez-vous pour ceux qui regardent la chaîne pour la première fois. À très bientôt pour une autre série de révisions sur la mécanique. Très bonne soirée.